Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis avec Simon. Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de un peu ce qui s'est fait les manchettes, un peu plus au début du mois, où le Tim Hortons a été remis dans les nouvelles parce que le commissariat à la vie privée a déposé son rapport. Ton cabinet a produit une analyse qui est très intéressante de cette décision-là. Juste de par le fait qu'elle amène des recommandations, mais contrairement à bien des articles que j'ai lus, ne fait pas juste chialer puis dire que cette compagnie-là sont des gros méchants ou ainsi. Donc, on amène quelque chose dans l'élément positif de ce qui a été fait à travers ce rapport-là, ce qui a été mis en lumière. Puis, juste pour faire un peu de pouce là-dessus, Tim Hortons a été un très bon joueur. Et ça, c'était important de le dire parce qu'ils ont collaboré à l'enquête au complet. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas un truand qui a été pris, mais quelqu'un qui peut-être était un peu égaré dans le processus. Puis, je vais commencer à te laisser parler de ton point de vue de comment la situation s'est présentée et comment tout ça s'est déroulé. Puis, on va descendre ensuite les différents éléments importants. Oui, exactement. C'est un bon point de souligner que, contrairement à d'autres entreprises qui ont parfois fait l'objet d'enquêtes de la part des commissaires à la vie privée au Canada qui n'ont pas nécessairement collaboré ou répondu aux demandes, puis ça donne parfois des décisions avec moins de recommandations pratiques pour les organisations. Parce que les commissaires disent, bon, on n'a pas reçu les demandes, ils n'ont pas répondu à nos questions, donc on ne peut que conclure qu'ils ont violé la loi. Tim Hortons a collaboré à l'enquête de 4 commissaires. En fait, c'est une enquête conjointe qui rejoignait tant le commissaire à la vie privée du Canada que celui de Colombie-Britannique, de l'Alberta et de la Commission d'accès à l'information du Québec. C'est une tendance de plus en plus marquée là, des commissaires à la vie privée de faire des enquêtes conjointes quand il y a des entreprises qui ont eu des collectes de données qui ont touché des résidents un peu partout à travers le Canada. On a eu Desjardins, on a eu Cadillac Fairview, on a eu différentes décisions qui sont des enquêtes conjointes. Puis c'est bien parce que ça permet d'avoir un portrait qui peut, dans une certaine mesure, couvrir le cadre juridique à la grandeur du Canada. Puis c'est une des choses qui est intéressante avec la décision de Tim Hortons. Et également le fait que c'est dans le contexte de la décision, là, pour revenir un peu sur ce contexte-là, et un contexte qui est assez courant, ou du moins c'est une collecte de données assez qui peut se passer dans différents types d'entreprises. En fait, c'est une application mobile que Tim Hortons ont lancée qui recueillait des données de localisation. Puis ces données de localisation-là étaient recueillies par un fournisseur de services qui gérait l'application, en fait, qui fournissait l'application à Tim Hortons, puis qui avait pour intention d'analyser le comportement des consommateurs pour voir un peu comment ils vont aller chercher les produits, vers quelle heure et tout ça, pour faire de la publicité personnalisée puis des recommandations personnalisées. Donc, c'est pas étranger à d'autres types d'applications de grandes chaînes qu'on peut voir qui collectent des données, pas uniquement pour faire fonctionner leur application, mais également pour avoir un profil de leurs consommateurs. Donc là, ça, c'était le cas avec la décision Tim Hortons et particulièrement la question de la localisation, ce qui apporte un éclairage intéressant sur le cadre juridique lorsqu'une organisation collecte des données de localisation. Puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de données de localisation qui peuvent être recueillies par plein de technologies différentes. Donc, c'est pourquoi on s'est penché en détail sur cette décision-là pour analyser ça et fournir quelques recommandations. Oui, très intéressant parce que, et comme tu le mentionnes très bien, ne sont pas les seuls à le faire. C'est eux qui ont été mis sur le spotlight parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé à ce cas-là. Mais on a eu il y a quelques semaines dans la presse, justement, un texte qui parlait des data brokers et qui est l'ensemble peut-être un problème beaucoup plus majeur que qu'est-ce que Tim Hortons peut représenter dans ce cas-ci, étant peut-être juste la pointe de l'iceberg qui nous amène à cette conscientisation-là. Fait qu'il y avait eu ce débat-là qui a été fait, puis on le verra plus loin. Il y a un data broker qui apparaît dans l'histoire qui, malheureusement ou heureusement, a fait le gros du travail dans ce cas-ci. Fait que ça a commencé comme ça, fait que ça a commencé avec une collecte initiale anodine qui a grandi. Puis là, dans le contexte juridique canadien et québécois, il y a des critères qui permettent aux entreprises de collecter l'information, dont l'information de localisation dans ce cas-ci. Et le premier élément, c'est vraiment d'établir la raisonnabilité de cette collecte-là, comment elle se définit, puis ça, je vais te laisser en parler davantage.
Exactement. En fait, tout d'abord, la question, l'angle juridique se pose parce que des données de localisation d'un individu en particulier, c'est des renseignements personnels de cet individu-là. Donc, une fois qu'on a conclu ça, on se dit, bon, ben, les lois de protection des renseignements personnels, tout ce qui est le droit à la vie privée, informationnelle au Canada, va s'appliquer dans ce contexte-ci. Si on a des clients partout à travers le Canada, là, il y a difficilement des chaînes qui sont mieux réparties à travers le Canada que Tim Hortons. Donc, on avait vraiment des gens de partout à travers le Canada. Donc, les lois sur la protection des renseignements personnels s'appliquaient. Puis, toutes les lois qui concernent les entreprises privées ont un critère de raisonnabilité qu'on appelle, là, qui est écrit un peu différemment des lois, mais qui nous dit grosso modo que quand on collecte des renseignements personnels, on collecte des données, on doit s'assurer de le faire pour des fins qui sont raisonnables, pour des objectifs qu'une personne raisonnable va trouver acceptable dans les circonstances, ou pour reprendre les termes du Québec, quand on a un intérêt sérieux et légitime. Puis on doit vraiment s'assurer de recueillir uniquement les données qui sont nécessaires pour réaliser cet objectif-là qu'on a. Donc ça, c'est le premier critère, si on veut, qui va gouverner toutes les collectes de données, puis qui oblige les organisations à se poser la question pourquoi elles ont besoin de ces données-là, puis comment elles vont les utiliser avant de les recueillir. Puis une des choses qui a été reprochée dans le contexte de cette collecte de données-là, c'est que, bon, premièrement, le volume puis le détail il y avait beaucoup de données de localisation recueillies presque quand l'application enregistrait un déplacement, c'est-à-dire qu'elle enregistrait que l'utilisateur se déplaçait de son adresse de résidence, qu'elle avait préalablement inféré en regardant les déplacements. Donc, c'est-à-dire qu'après un certain temps d'utilisation, l'application était capable de dire, OK, ben tel point GPS, ça doit être sa maison, puis tel point GPS, ça doit être son bureau. C'est pas parce que la personne l'avait fourni, c'est juste sur la base de l'analyse. Donc là, il y avait un déplacement d'un de ces points-là. Mais là, il y avait une collecte de données à quelques minutes près qui se prenait pour enregistrer. Donc, on avait vraiment un aperçu précis de la localisation. Et tout ça, ce que les commissaires ont dit, c'est que cette précision-là dans la collecte de données pourrait permettre d'inférer différents types de détails sensibles sur les individus. Par exemple, telle personne est allée dans une clinique d'avortement, par exemple. C'est malheureusement de circonstances de donner ces exemples-là aujourd'hui, ou qui est allée dans un rassemblement politique, dans une église, une synagogue, une mosquée, je ne sais trop, parce que les données étaient précises à ce point-là. Donc, ça, c'est une des choses qui a été reprochée, de dire, mais est-ce que vous aviez vraiment besoin d'avoir... Le but ici était de savoir quand est-ce que les gens visitent un Tim Hortons ou un concurrent de Tim Hortons, puis vous avez eu plus d'informations que ce que vous auriez eu besoin pour offrir des offres personnalisées à vos clients. Et de deux, même si les commissaires ont accepté que oui, vous pouvez recueillir des données de localisation pour envoyer de la publicité aux gens en fonction de où est-ce qu'ils se situent, il faut quand même que si c'est ça que vous faites, vous assurez que c'est vraiment pour ça que les données vont être utilisées. Parce que là, dans ce cas-ci, il y a eu un changement d'objectif, un changement de stratégie, si on veut, chez Tim Hortons avec l'application. Et on se sont rendu compte qu'il n'allait pas avoir besoin de ces données-là pour envoyer de la publicité, finalement. Donc là, les commissaires ont dit, ben vous pouvez pas avoir un intérêt légitime, un objectif sérieux pour recueillir les données si finalement, vous vous êtes rendu compte que vous n'en avez pas besoin pour l'objectif qui, au départ, a motivé la création de votre application. Donc, il y a ici une leçon, si on veut, à tirer, qui est de dire, si votre objectif change en cours de route, bien, vous devez réévaluer les données que vous avez, puis vous devez réévaluer est-ce qu'elles ont encore une nécessité dans votre organisation. Parce que si ce n'est plus le cas, bien, vous pourriez être reconnu comme ne pas ayant recueilli ces données-là de façon conforme à la loi. Très intéressant. Puis ça, on le voit régulièrement, ces changements d'objectifs-là dans les compagnies. Donc, c'est quand même une recommandation très importante de faire attention. Puis là, vous commencez justement par une recommandation sur plus les données de localisation elles-mêmes qui sont très importantes de faire très attention. Là. Puis justement, là, on peut faire un lien avec l'article. On justement mentionné toute la sensibilité, puis comment celle-ci est définie aussi, parce que c'est quand même un critère important. Puis là, les données de localisation sont dans ce contexte-là spécifique, parce que tu l'as mentionné, là, on était capable de le faire, mais justement à cause du volume des données qui étaient recueillies, puis le niveau de précision, la fréquence, ainsi de suite, qui sont des éléments qui permettent de dériver rapidement.
Tu as amené justement les matrices un peu avec les cliniques d'avortement, par exemple. Mais pendant le confinement, on a eu ce genre de comportement qui était surveillé aussi par la santé publique, qui pouvait potentiellement amener à ce genre de peut-être pas d'exagération, mais au moins ce quantité de précision-là qui pouvait dériver de comment les gens allaient. Puis dans ce cas-ci, ben, quand il était sorti, entre autres, il pouvait mesurer le niveau de consommation d'alcool des gens basé sur la visite des points de distribution d'alcool, par exemple. Donc, exact. C'est intéressant de voir à la base une donnée de localisation, un point GPS à un moment précis. Pas une donnée qui nous apparaît particulièrement sensible, puis il y a certains contextes où est-ce qu'elle ne c'est pas des données sensibles. Par exemple, quand on navigue sur Internet, notre adresse IP peut générer un point de localisation, puis ce point-là va ou même avec notre cellulaire et tout ça, puis on ne considère pas nécessairement que c'est des renseignements sensibles dans toutes circonstances. Mais quand il vient une couche où est-ce que le but étant d'identifier certaines habitudes, certains comportements des individus, ben c'est là qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle des renseignements sensibles. Puis là, il faut y faire encore plus attention puis s'assurer de respecter toutes les conditions que la loi peut prévoir. Donc, la décision est intéressante à ce niveau-là. Oui, puis ça rappelle aussi que les compagnies, ça leur arrive souvent qu'il y a un changement d'objectif avec le temps. Ce qui était une collecte qui était légitime au début peut se transformer en quelque chose justement parce que là, on dérive d'autres informations. Puis quand on lit l'analyse des données qui ont été recueillies dans les premières années ou premiers mois de collecte, c'était effectivement anodin, donc légitime, donc on pouvait dire que c'était correct. Mais plus le temps avançait, plus les données devenaient précises et donc à ce moment-là, étaient réalimentées. Donc justement, ça transférait. Fait que faut faire très attention qu'une donnée qui à un jour X nous semble non sensible peut à jour Y parce qu'il y a un contexte qui a changé autour, justement, peut devenir sensible. Puis c'est peut-être ça aussi qui a mal été perçu par Tim Hortons, ce changement-là progressif dans le temps où un peu l'exemple de la grenouille qu'on fait bouillir puis qui s'en rend pas compte, ben c'est peut-être un peu ça aussi qui est arrivé, là, sans excuser ce qui est arrivé, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, puis c'est pour ça que les recommandations sont très intéressantes, justement, de faire attention puis de réveiller à ce genre de choses-là, parce qu'on va en avoir d'autres cas où des gens d'autres compagnies qui vont, sans s'en rendre compte, dévier du changement de finalité en cours de route et changement de sensibilité parce que le contexte a changé aussi là, avec le temps. C'est une attention qu'on doit redoubler dans un contexte technologique où est-ce que souvent c'est même la technologie qu'on utilise qui nous permet d'avoir ces changements de finalité-là, à savoir que si on a différents types d'algorithmes qui sont capables, plus les recueils de données, de générer certaines inférences avec les données qu'elles ont, comme différents types d'algorithmes d'intelligence artificielle, et bien là, c'est vrai qu'on peut peut-être se rapprocher au fur et à mesure de la collecte de données de données de plus en plus sensibles. Et là, l'évaluation qu'on a faite au départ, on fait juste recueillir une donnée de localisation. Elle doit être évaluée c'est pour ça qu'on en vertu de la nouvelle loi au Québec, des nouvelles exigences au Québec, on a des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée à faire, puis on en parle dans l'article, mais c'est entre autres à ça que ça sert de faire ces évaluations-là. Oui, d'amener à suivre le changement. L'autre élément aussi qui est important, puis il va devenir de plus en plus présent avec la PS 64, le consentement. Puis la nature du consentement qui doit être recueilli. Oui, c'est un peu toujours la règle d'or là, quand on parle de protection des renseignements personnels, le principe du consentement est jamais bien loin parce que c'est la règle que il faut non seulement avoir un objectif sérieux, légitime, raisonnable pour recueillir des données, mais il faut en plus aller à obtenir un consentement des individus, là, à moins qu'on soit dans une circonstance assez spécifique où est-ce que la loi nous dit vous n'en avez pas besoin. Puis même quand on a le consentement des individus, il faut quand même avoir un objectif raisonnable. Donc, il y a toujours ces deux choses-là. Donc, si on a consentement des individus, mais qu'une personne raisonnable dirait ça n'a pas vraiment d'allure de recueillir ces données-là ou de recueillir ces données-là pour les utiliser pour faire telle chose, eh bien, votre consentement, il vous servira à rien. Donc, là, dans ce contexte-ci, une des choses qui a été, si on veut, reprochée, c'est que les conditions de l'application, quand on télécharge une application, il y a différentes conditions d'accès aux données.
qui décrit on va utiliser vos données quand l'application est active, on va recueillir, c'est ça, disait que l'application recueillait uniquement des données des utilisateurs lorsqu'elle était ouverte. C'est-à-dire que lorsque les gens l'avaient ouvert puis regardaient pour un restaurant Tim Hortons proche de leur localisation. Or, il s'est révélé que l'application recueillait des données même quand elle était fermée. Donc, contrairement à ce qu'elle avait annoncé aux utilisateurs quand ils l'ont téléchargé. Donc, ça, c'est quelque chose que les commissaires ont tout de suite relevé, puis ont dit, vous ne pouvez pas avoir obtenu un consentement valide parce que c'est une forme d'information trompeuse, de fausse représentation, puis un consentement est invalidé par le fait d'avoir fait ces représentations trompeuses-là. Donc, ça met en lumière le fait que quand on recueille les données sur des applications mobiles, il faut vraiment faire attention les conditions d'utilisation, les conditions d'acceptation de l'application mobile lorsqu'elles sont téléchargées, parce que c'est ça qui crée votre consentement. Puis si c'est pas tout à fait, ça reflète pas fidèlement qu'est-ce que l'application fait en réalité, ben tout le consentement peut être invalidé et là, toute collecte de données via cette application-là peut tomber. Oui, c'est l'élément qui est très important là-dedans, c'est justement le fait que ça peut se retrouver être invalidé même si on a demandé un consentement. Il faut que le consentement lui-même soit valide pour être reconnu. Si le consentement n'est pas valide parce que les données sont utilisées à d'autres fins ou c'est pas clair. Ça, la clarté aussi, c'est très important parce que entre autres la PL 64 puis la nouvelle loi fédérale, la C27. C'est 27, oui. Amène beaucoup les notions de clarté et de consentement éclairé. Donc, on est vraiment dans des notions qui, jusqu'à présent, n'étaient pas aussi bien édictées. Là, sont claires, justement, et permettent justement d'empêcher qu'on vienne flouer les gens, même s'ils ont l'impression d'accepter ce qui en suit. Là. Exactement. C'est-à-dire que si on télécharge une application, puis que l'application collecte des données lorsqu'elle est fermée, peut-être d'autres types de données, et que dans les conditions d'utilisation, que quand on va pour télécharger l'application, on a l'encadré qui nous arrive et qui nous dit on va lui recueillir telle donnée, puis qu'il faudrait aller à la page 15 pour voir, on va aussi collecter des données quand c'est fermé. Ça n'a pas été porté clairement à votre attention et donc votre consentement fort probablement pas valide. Ça crée un défi pour les organisations qui doivent souvent communiquer beaucoup d'informations en peu d'espace, avec des clair, puis tout ça. Donc, c'est un défi qui est pas facile là, d'expliquer tous les différents types de données que l'application va recueillir, quand, comment, tout ça. Quand on parle de technologies mobiles, en plus, c'est pas toujours des longs pamphlets. Donc, ça crée un défi, c'est sûr, pour les organisations, mais c'est vraiment important parce que c'est la validité du consentement qui en dépend. Oui. Puis là, on va aller puis dans l'autre section de l'article, justement, on parle de l'impartition. Puis c'est généralement au niveau des data brokers. Dans ce cas-ci, il y a eu quelques ratés de la part de Tim Hortons sur la façon qu'ils ont libellé des clauses. Puis j'aime bien vos recommandations, d'ailleurs, qui viennent justement donner un guide très intéressant pour pas faire les mêmes erreurs, justement, de se sortir de choses-là. Mais l'impartition, c'est les data brokers aussi est un problème assez important. Puis que les compagnies ne mesurent peut-être pas très bien la portée de ce que ça a. Puis la PL 64 et la C27 vont venir clarifier énormément ce qui peut être fait avec ces sous-traitants-là. Oui, en fait, c'est dans les relations commerciales, l'impartition, la sous-traitance, ça fait partie de comment on mène des activités commerciales. Puis c'est rare les entreprises qui font tout par elles-mêmes, à moins d'être vraiment dans un secteur spécialisé. Donc, les entreprises ont besoin d'avoir des fournisseurs de services. Quand on parle d'application mobile, bien souvent, ça va être un développeur, un fournisseur de l'application qui va la créer, qui va gérer les données. Ce ne sera pas nécessairement le client qui va demander l'application. Et donc, il y a un partage de renseignements personnels qui doit se faire entre un fournisseur de services et son client, parce que c'est pour ça qu'il a retenu les services. Puis de façon intéressante, les commissaires à la vie privée qui n'avaient pas nécessairement à commenter ça pour
pour leur décision, parce que leur conclusion dépend de la question du critère de raisonnabilité, puis ensuite, ils ont élaboré sur le consentement. Mais on fait ce qu'on peut appeler en langage juridique là, un obitaire, là, c'est-à-dire quelques paragraphes sur une question qui n'était pas nécessaire à trancher, mais sur laquelle ils voulaient se positionner par rapport au contrat qu'il y a Tim Hortons avec son fournisseur de services de l'application mobile. C'est intéressant parce que normalement, pour qu'on puisse transférer des renseignements personnels, puis la loi demande ça, là, pour quand on transfère à un fournisseur de services, il faut s'assurer que le fournisseur va juste pouvoir utiliser les données pour les fins pour lesquelles on l'a retenu. Il ne pourra pas me dire « Ah, je les garde, puis je les utilise plus tard, une fois que notre contrat est terminé. » Non, ça doit être limité à la raison du contrat. Puis, bon, des fois, quand on parle vraiment de fournisseurs de services web, de fournisseurs d'applications, de data brokers, de fournisseurs de données, de fournisseurs de SaaS, il y a une certaine volonté de la part des fournisseurs de pouvoir garder sous une forme dépersonnalisée ou anonymiser des données pour améliorer leurs produits, pour s'assurer que toutes leurs relations d'affaires permettent un peu de se bâtir les unes sur les autres et que le produit s'améliore, même si c'est pas les données que eux-mêmes ont recueillies. Puis dans ce contexte-ci, les commissaires trouvaient que les clauses qui limitaient d'une certaine manière l'utilisation de données par les fournisseurs de services n'était pas assez claire, c'est-à-dire qu'elle laissait la porte ouverte à ce que le fournisseur de services de Tim Hortons puisse utiliser des données dépersonnalisées pour ses propres fins ou les communiquer à des partenaires que lui aurait eu. Puis on dit ça, c'est pas une mesure de sécurité acceptable. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toutes les lois. Là, maintenant, la loi 64 au Québec, elle arrive avec un article précis qui dit qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un contrat avec un fournisseur de services quand il y a des renseignements personnels impliqués. Mais c'est pas toutes les lois au Canada qui ont nécessairement ce niveau de précision-là. Et ici, ce que les commissaires ont fait, c'est de dire, vous avez toutes les organisations ont une obligation générale d'assurer la sécurité des renseignements personnels. Ça, c'est dans toutes les lois. C'est vraiment la base. Et puis les mesures de sécurité, c'est tant de l'interne que de l'externe, des cyberattaques et tout ça. Il faut avoir des mesures de sécurité minimum. On dit dans ces mesures de sécurité minimum, vous devez également vous assurer que vos fournisseurs de services ne fassent pas n'importe quoi avec les données que vous leur partagez. Et donc, c'est en vertu de ces dispositions-là qu'on dit les dispositions du contrat avec le fournisseur de l'application sont pas suffisantes, n'offrent pas un niveau de sécurité suffisant. Et donc, Tim Hortons aurait dû avoir des dispositions plus claires et plus restrictives par rapport à qu'est-ce que son fournisseur de services va faire. Donc, c'est vraiment intéressant parce que en pratique, on voit beaucoup ces contrats-là entre le client et le fournisseur, puis qui contiennent des clauses qui des fois ressemblent, des fois se ressemblent pas par rapport à la gestion des données qui sont transmises au fournisseur. Puis vraiment, la décision de Tim Hortons vient donner certaines lignes directrices par rapport à le minimum là, que ces clauses-là doivent avoir, ce qui est, je pense, un bon guide pour les entreprises. Oui, ben j'aime bien la clarté qui est amenée par cette décision-là et votre analyse de surcroît qui rajoute là-dessus. On a fait un bon tour de votre analyse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais qu'on aborde que j'ai oublié de poser comme question? Ben, il y a un point que j'ai mentionné un peu au départ, là, les évaluations de facteurs de risque, qui est une nouvelle obligation dans la loi. Puis encore une fois ici, les commissaires ont fait un peu la même analyse qu'avec l'impartition, c'est-à-dire de dire c'est peut-être pas une exigence encore dans toutes les lois au Canada, mais le projet que Tim Hortons a développé, cette application mobile-là, aurait dû faire l'objet d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée assez soutenue. Puis, il aurait voulu voir une démonstration de qu'est-ce qui a été fait, quelle analyse, des documents sur cette analyse-là. Donc, je pense que ça, c'est également quelque chose à noter pour toutes les organisations de se dire, bon, ben si on a une application mobile qui recueille des données sur les individus, peut-être des données de localisation, je pense qu'il faut qu'il y ait une lumière là, qui s'allume pour faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Ouais, ben surtout avec la PS64 au Québec, je pense qu'il y a beaucoup de lumières qui devraient s'allumer. J'espère qu'il y a des lumières qui vont aussi s'allumer, là, mais je suis un peu plus pessimiste de ce côté-là. Je suis pas convaincu qu'il va y avoir assez de lumières qui vont s'allumer, mais bon, souhaitons que le message puisse passer au plus grand nombre possible pour pas qu'il y ait d'autres cas, parce que la PS64 va devenir un peu plus mordante aussi, là. Fait qu'il risque d'avoir des traces de crocs dans des mollets des compagnies qui ont été un peu plus négligentes à la lumière de ces informations-là. Puis de ce cas-là est un bel exemple public de l'importance de faire les travaux nécessaires qui
qui vont avec les renseignements personnels. Je te remercie énormément de ton temps, de ta générosité. C'est toujours très plaisant d'aborder ces sujets-là, puis de justement démystifier un peu ce qu'il y en est, puis de sortir du négativisme qu'on voit généralement dans les médias plus conventionnels. Toujours un plaisir. Merci.